Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence. On va débuter. Aujourd'hui, la webconférence portera, en fait, ce sera plutôt une web formation sur le Lean Six Sigma, qui sera présenté par un de nos consultants, Jean-Louis Théron, qui est Master Black Belt Lean Six Sigma. Je vais brièvement vous présenter l'entreprise, XL Group. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances. Pour la petite info, cette année, nous fêtons nos 30 ans. On a une petite vidéo qui circule et qui est disponible sur notre chaîne YouTube ou sur notre site XL Formation. N'hésitez pas à la visionner, elle est sympathique. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Jean-Louis qui va vous parler du Lean Six Sigma. A tout à l'heure, on se retrouve en fin de session pour les questions. Bonne session. Oui, bonjour. Je vais traiter avec vous ce sujet du Lean Six Sigma selon le plan qui est indiqué à l'écran, donc l'historique, fondement, les acteurs, les outils, le cycle des MAIC, brièvement un exemple de projet, les acteurs, grade, formation, certification. Une nouveauté pour 2018, le parcours Blended Learning, donc de formation mixte, présentielle, distancielle. Et puis, comme Laura l'a indiqué, un temps de questions-réponses. Alors, le Six Sigma, qui est une part importante du Lean Six Sigma, a été créé en 1986 par une équipe dont faisait partie Michael Hari, ingénieur chez Motorola. C'est développé surtout à partir de 1990 par General Electric, qui lui a donné une notoriété et une dimension internationale. Intervenu sur des produits complexes. Ce n'est pas un hasard si ça vient de la semi-électronique, semi-conducteur, et vise à réduire dispersion, variabilité des processus qui génèrent la non-qualité. Aujourd'hui, le Six Sigma est considéré comme la meilleure méthode pour améliorer à la fois la rentabilité de l'entreprise, satisfaction des clients, et en faisant participer les acteurs des processus. Alors, comment pourrait-on définir le Six Sigma? Sigma, c'est une lettre grecque. Elle désigne l'écart type par rapport à une moyenne et permet aussi de mesurer ce qu'on appelle la capacité d'un processus, c'est-à-dire sa capacité à répondre aux besoins des clients. Derrière Six Sigma, on a tout un tas d'outils pour réduire la variabilité ou la dispersion. Et Six Sigma correspond à 3,4 défauts par million d'opportunités ou on pourrait dire de possibilités de défauts. Donc c'est une méthode qui vise à avoir un très haut niveau de qualité. Elle est éprouvée, appuyée sur les faits. Elle embarque des tas d'outils qui sont déjà connus par ailleurs et qui ont eu du succès en tant que tels. Et donc c'est aussi un des facteurs de succès de cette méthode. Et elle permet d'améliorer processus et procédés selon les environnements, aussi bien dans l'industrie que dans les services. Le Lean Management, quant à lui, a été créé plus tôt, donc entre 1950 et 1970 au Japon. Donc c'est notamment le Toyota Production System qui l'a fait connaître. Il vise à obtenir des résultats équilibrés entre contraintes du marché, objectifs de rentabilité, donc faire mieux avec moins, c'est parfois une devise qui est employée, en se focalisant sur la valeur attendue par le client, en supprimant ou réduisant fortement les tâches sans valeur ajoutée et en réutilisant les ressources de tous ordres, humaines, techniques, pour procurer une nouvelle valeur ajoutée au client. Donc le Lean Management rend compatible des objectifs qui sont antagonistes, au moins en apparence, en faisant progresser le niveau de qualité, réduisant les délais, augmentant la flexibilité, réduisant les coûts et aussi, et ce n'est pas négligeable, régulant et réduisant le stress des individus au travail. Il n'y a pas de Lean si il y a souffrance au travail maintenue ou augmentée. Alors, un arbre avec des fruits, un petit clin d'œil au fait que le cabinet a été fondé à Grenoble, donc vous voyez des noix sur cet arbre. Il y a des fruits qu'on peut récupérer facilement parce qu'ils sont en récolte facile au sol ou à portée de main. On va le faire à l'aide d'outils de base. Et puis au fur et à mesure qu'on va vouloir accéder aux fruits plus hauts, il va falloir un outillage, un escabeau, une échelle, etc. Et bien de la même façon, le Lean et le Six Sigma vont introduire des outils de plus en plus élaborés qui permettent de
modéliser le processus, comprendre les relations de cause à effet qui sont complexes dans les processus et pour lesquels les méthodes classiques de résolution de problèmes ou le déploiement des outils Lean par des chantiers ne sont pas toujours suffisants. Et ce faisant, on va, comme vous le voyez sur la droite, monter sur cette échelle de performance ici, de plus en plus, de manière à aller jusqu'à, pourquoi pas, reconcevoir les produits et les processus et les produits, mais surtout les produits et donc les processus de fabrication avec ce qu'on appelle le DFSS, qui est le Design for Six Sigma. Alors, comment et pourquoi associer le Six Sigma et le Lean ? On a parfois la question, est-ce que ce n'est pas deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? Typiquement, de manière simplifiée, le Lean va réduire assez souvent des durées. On va parler de fluidité, vélocité, également de productivité. Et puis le Six Sigma va permettre de réduire la variation. Ici, vous voyez l'effet d'une réduction. On a une moyenne qui passe de 30 à 10 et on a un écart type, c'est-à-dire une expression de la variation qui passe de 3 à 1. Donc on a une véritable amélioration là du processus avec le Lean et le Six Sigma. Comment les deux se combinent ? Eh bien, d'une manière assez simple à comprendre. Si vous imaginez un contrôle qualité qui donne lieu à un retravail, c'est-à-dire une boucle de correction du produit ou du service, on voit bien que lorsqu'il y a défaut qualité, il y a des ressources supplémentaires pour pouvoir faire du deuxième coup ce qu'on n'a pas bien fait du premier coup. Donc on voit bien comment les deux peuvent se combiner et marcher ensemble. Et c'est l'objet du Lean Six Sigma, de combiner ces deux cycles-là. Alors, principaux concepts du Six Sigma, écouter soigneusement le client. On a un outil dédié à cela, d'ailleurs, qui s'appelle la voix du client. Prendre en compte le besoin du client, au sens large du mot client, hein, client externe, client interne. Prendre en compte aussi le fait que tout processus varie, que ça nous plaise ou non, qu'on le maîtrise ou non, mais il varie. Les causes de variabilité sont soit des causes isolées, soit des causes récurrentes, et selon la catégorie, on a des outils dédiés à ça. Certaines variations peuvent être maîtrisées avec des paramètres de processus qu'on appelle conventionnellement les X. On peut mesurer et analyser tout processus, c'est une des bases, et si on ne pouvait pas le faire, alors on ne pourrait pas avoir une approche quantitative et quantifiée du processus. Et puis l'idée, c'est qu'on peut modéliser un processus et le piloter de manière prédictive, et c'est vraiment ce que va apporter le Six Sigma, notamment avec les outils statistiques dans leur aboutissement. Il s'agit d'optimiser, de pouvoir prévoir une sortie du processus et de pouvoir définir quel est le jeu de valeur des paramètres humains, techniques, tout confondu, de manière à obtenir ces résultats. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on a une solution qui va pouvoir émerger. Alors, un processus, je ne pense pas spécialement m'apesantir sur le sujet. Un processus, c'est une suite coordonnée d'activités pour servir les besoins d'un client avec un résultat. Donc ici, on a un exemple de processus transverse qui traverse successivement toute l'entreprise, le marketing, la R&D, la production, les ventes. C'est un exemple d'une chaîne complète de valeur. Et donc un processus, ça va être une transformation, parfois sur un champ un peu plus réduit, mais qui va permettre de satisfaire les besoins du client. Et l'objet même du Lean Six Sigma, l'objet même des projets Green Belt et Black Belt, c'est d'améliorer les processus. Passons maintenant aux outils associés. J'aimerais vous donner quelques exemples concrets pour ne pas rester dans les généralités. Et ensuite, nous verrons comment tout ça est pris en compte et englobé dans un cycle complet. Mais voyons quelques-uns des outils. Un outil typiquement venu du Lean, et là il y a 3 mots japonais qui sont employés par Toyota pour ce qui est nuisible dans le processus de développement de produits. Premièrement, les MUDA, ou MUDA, donc non-valeur ajoutée, gaspillage, tout ce qu'on fait et qui ne profite à personne. Deuxièmement, les MURI, donc tout ce qui est suractivité, stress, production en avance pour mettre dans un stock. Et puis, enfin, les MURA, donc effet des variabilités, de la dispersion. Alors, variabilité en entrée du processus ou variabilité au sein d'un processus, mais c'est là que
on va pouvoir mettre en évidence ces variabilités et les outils du Six Sigma vont justement utilement compléter cette approche globale du Lean pour pouvoir zoomer et élucider ce que sont les causes de cette variation. Autre outil indispensable qui vient lui aussi de la démarche Lean, la standardisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit de fixer et de maintenir des règles incontournables quand elles ont un impact en matière de gaspillage, de non-valeur ajoutée et de qualité. Il ne s'agit pas de faire une réponse uniforme à des demandes variées sans s'adapter à la variabilité en entrée, à la variété, pourrait-on dire, des demandes du client. Je le précise notamment pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine des services, quand on parle de standardisation, on n'est pas en train de considérer chaque client, chaque être humain qui fait une demande de service comme s'il s'agissait de boulons ou d'écrous. Il s'agit bien de règles incontournables. Sur le reste, le savoir-faire métier de celui qui, de l'acteur du processus doit effectivement prendre en compte la demande du client. Alors la standardisation peut prendre différentes formes, soit des procédures, modes opératoires à destination des êtres humains, soit le workflow du système d'information, soit le paramétrage de la machine ou de l'automate. Donc standardisation est un mot assez large, donc, qui recouvre tout cela. Et elle va s'accompagner nécessairement de management visuel et de supervision active. Quelle va être l'idée? L'idée, c'est qu'on a ici une obeyarum, une représentation visuelle de tableau de bord, donc, pour lequel on a la voix du client, la cible, le planning, les tendances, le planning, des indicateurs de performance, un suivi de problème. Et puis, on a une équipe qui va se réunir et avec des rituels de management tous les jours, toutes les semaines, à certaines heures bien précises, bien définies, avec des indicateurs de performance. Et c'est quelque chose d'indispensable. Qu'apporte le Six Sigma dans ces outils, qui sont des outils issus de la démarche Lean? Eh bien, il apporte la connaissance des facteurs réellement influents, des facteurs avérés, s'avérant comme influents, et vient enrichir les tableaux de bord avec des indicateurs très pointus sur la surveillance, finalement, des sources de variation effective, avérée du processus. Alors, autre élément important à comprendre, dans les systèmes de management de la qualité, on a bien souvent, et toutes les normes de management de la qualité, environnement, sécurité de l'information, hygiène et sécurité alimentaire, etc., s'appuient sur un cycle qu'on appelle PDCA. C'est M. Demings qui a inventé ce cycle-là, qui l'a fait connaître, planifier, déployer, contrôler, améliorer. Et on met une cale qui est ici pour empêcher qu'on revienne en arrière. Alors, tous les systèmes de management de la qualité, à travers le traitement des non-conformités, à travers les méthodes de résolution de problèmes, les actions correctives et préventives, pratiquent cette amélioration-là. Mais de temps en temps, pour obtenir une amplitude importante de l'amélioration, eh bien, on va décider de faire ce qu'on représente ici comme étant une percée. Donc, on va, dans un temps très court, essayer d'obtenir une amélioration significative. Et pour ça, il faut une méthode volontariste, organisée par projet, pour pouvoir réaliser une avancée plus spectaculaire, plus importante dans un temps court. Parce qu'on veut prendre de l'avance ou combler un retard à destination du client par rapport à sa propre concurrence sur le marché où on est. Et donc, on va le faire en mode projet, par percée, soit à l'échelle d'un chantier, c'est le cas d'une task force, soit par le Lean Sigma sur un processus, soit même à l'échelle de l'entreprise ou du site, par ce qu'on appelle le Hoshin, où là, il s'agit d'une orientation de toutes les énergies vers un objectif commun à atteindre dans un temps très court de quelques mois. Alors, une des contributions et une des choses qui est peut-être le moins facile à toucher du doigt et à comprendre en termes d'implication, c'est l'analyse de la variabilité et l'impact de la variabilité. Monsieur Genichi Taguchi, un japonais, a travaillé sur l'analyse des coûts liés à la variation. Et en fait, il a démontré, avec des savantes démonstrations mathématiques, que lorsqu'on avait une cible et que à l'intérieur d'un intervalle de spécification, on avait une variation autour de la cible, c'est-à-dire qu'on restait conforme
hein. Ce que vous voyez ici, c'est des produits qui sont conformes, ils restent conformes, mais plus on s'écarte de la cible, plus le coût augmente. Alors, c'est quelque chose qu'on peut illustrer par des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Si vous avez une variation par rapport à une cible, si on vous promet quelque chose pour une date donnée, ben vous, en tant que client, si on vous livre avant ou on vous livre après, ça va engendrer des désagréments qui vont se traduire par des coûts. Donc, ce que Taguchi a démontré, c'est que plus la variation augmente, plus le coût augmente. Et en indiquant cela, eh bien, je dirais, il revient sur le dogme couramment admis. Ah ben, il faut être dans l'intervalle de spécification et à partir de là, tout va bien. C'est vrai que tout va bien en termes de non-conformité directe vis-à-vis du client. On est dans l'intervalle. Par contre, on a un problème de coût. Vous voyez bien, par exemple, que si la variation du processus se mettait à dépasser l'intervalle, eh bien, le taux de retravail, retouche ou rebut qui donnerait lieu derrière au traitement des produits non conformes représenterait un coût de manière très évidente et très importante en ampleur. Alors, venons maintenant à quelques outils qui caractérisent la partie Six Sigma, les statistiques descriptives. Je sais que le mot statistique fait souvent peur, donc nous nous attachons en tant que formateurs à justement utiliser les statistiques d'une manière qui soit appliquée aux situations précises en entreprise, parce qu'on a peut-être tous un peu de mauvais souvenirs de l'enseignement des statistiques quand on était à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les statistiques descriptives? On va s'attacher à comprendre les sorties du processus, conventionnellement on les appelle les Y, et on va s'intéresser à quelle est la nature des données. Vous voyez ici différentes représentations qui correspondent à des données qu'on appelle continues ou discrètes. Il y a un peu de vocabulaire en statistique, il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein. La distribution, quelle forme a-t-elle? Est-ce que c'est une forme gaussienne, c'est-à-dire une courbe en cloche? Est-ce que quelle est la tendance centrale? Est-ce qu'il faut parler de moyenne ou de médiane? Comment se calcule la dispersion? Hein. On va regarder aussi l'évolution dans le temps. Est-ce que sur la campagne de mesure, il se passe des choses? Vous voyez qu'ici, il y a des choses qui se passent au fil du temps dans ce processus. Hein, là où je mets la flèche. L'identification de points singuliers, on pourrait dire ici que les points très hauts seraient des points assez singuliers, et puis la capacité à répondre aux besoins du client. Est-ce que je suis dans cet intervalle de tolérance dont nous parlions à l'instant? Voilà, donc déjà, c'est déjà un grand nombre d'informations intéressantes qu'on va pouvoir tirer en faisant parler les données. C'est ça l'idée, le mot-clé, c'est faire parler les données dans l'analyse. Alors, viennent ensuite les statistiques explicatives, qu'on appelle aussi parfois les statistiques d'inférence, pour dire qu'on va inférer, on va déduire. Donc, les statistiques explicatives ont pour but d'indiquer si, et de trouver si, et de confirmer ou infirmer, par ce qu'on appelle les tests d'hypothèse, si les paramètres du processus ont une influence sur les sorties. Ici, par exemple, vous voyez, on a un paramètre, hein, le processus fonctionne dans une situation et dans une autre. Et on a une représentation qu'on appelle la boîte à moustaches. Et le fait qu'on ait une différence, un décalage, va traduire une influence sur le temps pour les différentes valeurs, les deux valeurs du paramètre du processus. Ici, on a quatre situations, quatre valeurs du facteur. Et là aussi, la ligne brisée en bleu qu'on voit ici va traduire des choses. Ici, on a ce qu'on appelle des cartes multivariées et on va pouvoir finalement confirmer ou infirmer est-ce qu'il y a une influence, est-ce qu'il y a une influence du facteur, est-ce qu'il y a également des interactions, chose qui est le cas ici d'après ce diagramme, et on va pouvoir trouver à l'issue de tout ça un modèle prédictif, c'est-à-dire on va pouvoir calculer la sortie en fonction de ces paramètres et de ces facteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir s'en servir pour déployer une solution pratique. Dans certains cas, on est amené, lorsque la campagne de mesure ne suffit pas à avoir toutes les valeurs et toutes les interactions dont on a besoin pour calculer les effets, à faire ce qu'on appelle un plan d'expérience. Et donc, on va chercher à modéliser. Vous voyez ici une représentation graphique qui permet de modéliser et de dire comment est-ce que les sorties dépendent donc des facteurs sur lesquels on a un pouvoir d'action, puisqu'on va chercher à influencer les sorties par les paramètres. Alors, l'amélioration se fait par le cycle DMAIC. Qu'est-ce que le DMAIC? Le DMAIC, ça va être en fait contourner
un problème insoluble. Et comment est-ce qu'on va faire ce contournement? On va l'opérer par les statistiques. On ne peut pas passer en Lean Six Sigma de la situation à la solution. Si on pouvait le faire, là, si on était capable de faire cette transition, alors on serait en résolution de problèmes. C'est l'objet des méthodes Yellow Belt, c'est le bas de l'arbre, où on a des outils simples. Mais là, ici, on est obligé de traduire, c'est la phase mesurée, la situation par un jeu de données. Donc on va recueillir ces données par de la mesure. Ensuite, on va élaborer à partir de la situation une solution pratique, et c'est tout l'objet du modèle dont je parlais à l'instant. Et ensuite, on va revenir dans le monde réel en traduisant dans les pratiques du processus, au niveau des acteurs, au niveau des machines, au niveau des réglages, au niveau du choix des fournisseurs et des contrôles de produits, traduire cette solution statistique en solution pratique. Et puis, à la fin, on va pérenniser les résultats. Et ça, c'est très important. C'est tout l'objet de cette cale anti-retour qu'on va mettre pour revenir, pour ne jamais revenir en arrière, pour ne jamais revenir dans la situation d'avoir à résoudre la même situation pratique. Alors, comment est-ce que le DMAIC se déroule? Ben voilà les objectifs. Définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Donc en fait, attention aux faux amis. Innover, c'est improve en anglais, donc c'est innover au sens d'améliorer. Contrôler, c'est to control en anglais, c'est mettre sous contrôle, c'est pas vérifier, c'est mettre sous contrôle au sens de maîtriser. Et vous avez ici, je ne vais pas développer chaque phrase, le champ d'action de les objectifs de ces différentes phases. Et ce qui caractérise le DMAIC, c'est qu'on a des revues en fin de phase dans lesquelles l'équipe et les managers s'assurent du fait qu'on est en mesure, en capacité de passer la phase suivante, que toutes les conditions voulues sont réunies. Pourquoi est-ce que ça marche, le DMAIC? Pourquoi est-ce que ça serait si formidable? Eh bien, ça marche parce qu'on a une démarche structurée, déployée avec rigueur, et je l'ai dit déjà long. On l'applique sur des processus stratégiques où il y a des gains importants à faire qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise. On utilise des outils qualité connus et rodés. Tout le monde connaît certains outils qualité et tout le monde a entendu parler, et probablement est-ce votre cas, d'un diagramme de cause à effet qu'on représente en forme d'arête de poisson, du brainstorming. Qui n'a pas pratiqué un brainstorming? Certains d'entre vous connaissent aussi les AMDEC, donc méthode d'analyse préventive des risques d'un processus, et d'autres outils, matrice de sélection multicritères, des outils très connus, très, très pratiqués, mais ils vont être packagés dans un tout structuré et déployé rigoureusement, comme on l'a dit. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va, par l'approche participative, utiliser l'intelligence collective, utiliser la capacité d'innovation, donc donner aux acteurs du processus en privilégiant l'approche terrain, leur donner la parole et les écouter véritablement pour les améliorations qu'ils peuvent suggérer. Si on déploie le Lean Six Sigma uniquement d'une manière technocratique à partir des outils, on passe à côté de quelque chose et on court le risque de déployer une solution sur laquelle on s'est trompé. Il faut évidemment faire participer, c'est clair. Et puis, l'idée, c'est aussi rapidité et efficience. On n'est pas sur des projets au très long cours. On cherche à viser 4 à 6 mois pour obtenir un résultat. Je dis on cherche à viser parce que, bien sûr, quand on forme, nous, des chefs de projet ou des green belt ou black belt, on s'aperçoit qu'ils mettent un peu plus de temps sur leur premier projet. Mais ensuite, en mode courant, c'est des choses qui doivent pouvoir se faire dans un temps un peu court. Alors, clairement, dans ce temps court, il faut que le management aussi prennent, je dirais, le pli et rentrent dans ce braquet plus court en termes de décision. Parce que j'étais l'autre jour avec des green belt, on se posait la question, est-ce que c'est normal qu'un mois et demi après, une charte projet soit pas signée? Vous voyez bien que si on a une charte projet qui doit être signée à la fin de la phase définir, doit être approuvé pour qu'on puisse passer sans risque à la phase mesurée. Vous voyez bien qu'on ne pourra pas faire un projet en 6 mois si un mois et demi ou 2 mois après, on n'a pas signé la charte. Donc il y a des exigences pour le management. Alors, il est temps pour moi de parler d'un exemple de projet. Je prends un exemple qui est effectivement un cas lié à un vrai client. Donc, un client de l'industrie laitière.
une entreprise de transformation du lait qui produit des yaourts. Hein, tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Donc, il s'agissait de réduire les pertes lors de la production. La durée et l'équipe, ça a été 7 mois avec cette personne. Et au départ, on avait des pertes qui représentaient 23% des coûts. Au milieu de tout ça, quand on fait le brainstorming, on a 101 causes potentielles. Vous voyez qu'on peut partir dans toutes les directions assez vite. 9 facteurs possibles retenus. Donc ça, c'est on a limité le nombre de variables qui pouvaient avoir un impact sur ces coûts. Et on est passé de 2,5 à 3,2 sigma pour une gamme de produits. 3,7, on est passé de 2,5 ou 3,2 sigma selon la gamme de produits, donc 40 000 ppm, défauts par million d'opportunités, à 3,7 à 4 sigma. Hein. Ceci dit, alors non seulement il y a ce résultat technique, purement technique, mais en plus, ce fournisseur-là est passé du 40e au 7e rang des fournisseurs d'une grande marque. Et il l'a fait sans investissement. Donc il l'a fait en améliorant sa qualité, ce qui a été reconnu directement par ses clients. Les gains annuels, 4 fois le coût du projet. Donc, vous investissez 1, vous gagnez 4. Donc, l'entreprise s'est félicitée d'avoir mené ce projet. Alors, parlons des acteurs Lean Six Sigma, des grades, formation, certification. Alors, l'organisation d'un projet. Vous avez ici un organigramme typique avec au centre une fonction chef de projet. Cette fonction peut être black belt ou green belt. Vous remarquez qu'on l'a représenté, je l'ai représenté sous forme d'un rectangle. Pourquoi? Parce que dans certaines entreprises, les black belts encadrent des green belts. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Ils ont des projets simplement de complexité différente. Donc, il peut y avoir encadrement des green belts par les black belts, mais pas toujours. On a une équipe de projet, une équipe noyau, des experts ponctuels. On travaille pour le compte d'un propriétaire responsable de processus et également dans le contexte d'un système qualité qu'on veut améliorer, on l'a vu. On va avoir un formateur qui va jouer pendant la formation un rôle de master black belt, de référent. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, on a aussi les managers. Et un des facteurs clés de succès pour moi de cette méthode, c'est de dire qu'un projet va réussir non seulement parce qu'il y a un chef de projet et son équipe, mais aussi parce qu'il y a des rôles précis. Alors, le champion, le sponsor, alors les définitions varient selon les entreprises, selon les normes, selon les documents, selon les méthodes de conduite de projet. Mais globalement, il y en a un qui va aider au déploiement de la méthode dans l'entreprise. Il y en a un autre qui va aider directement un projet à mettre en place ses ressources. Ils vont l'un ou l'autre ou les deux participer aux travaux du comité de direction et au choix de priorité. Ne pas oublier aussi le contrôle de gestion parce qu'il y a un modèle économique. Vous l'avez vu dans l'exemple du projet qu'on citait tout à l'heure, où on avait un gain qui était finalement un gain net de 3 fois ce qu'on avait dépensé. C'est pas négligeable. Bien souvent, les fonctions qualité ou amélioration sont vues comme étant finalement des fonctions transverses qui, je dirais, grignotent la marge de l'entreprise. Là, il s'agit non pas de grignoter la marge, mais au contraire d'augmenter l'avantage financier pour l'entreprise. Alors, les fonctions et les rôles sont représentés ici sur une pyramide. White belt, c'est une sensibilisation. C'est comme on est en art martial. Vous savez, quand on démarre le judo, on est sur le tatami avec un kimono blanc. Michael Hari et son collègue Smith de Motorola aimaient bien les arts martiaux, donc ils ont dit est-ce qu'on pourrait nommer ça par des ceintures. Donc white belt, hein, ceinture blanche, ceinture jaune, résolution de problèmes à l'aide du DMAIC, enfin dans le cadre du DMAIC, mais c'est résolution de problèmes. Green belt et black belt, on est amélioration de processus, plus ou moins importante. Master black belt, dans les grandes entreprises, c'est une fonction qui va coordonner le portefeuille et animer le réseau des green belt et des black belt et coordonner donc le portefeuille des chantiers et projets. Et puis on va retrouver ces fonctions qu'on appelle champion, sponsor. Là aussi, je l'ai dit, interchangeables, mais des rôles managériaux. Donc jusqu'ici, on est sur des rôles d'expertise et de mise en place de la méthode. Ici, on est sur des rôles clairement managériaux. Alors, je voudrais vous parler un peu plus d'une nouveauté 2018 qui est le parcours Blended Learning. Pourquoi? Parce que on est en train de modifier et on déploie cette année une nouvelle modalité de formation. Qu'est-ce que c'est le Blended Learning? Si vous voulez, le Blended Learning, c'est
l'association d'une formation, donc inter-entreprise ou intra-entreprise, hein, les deux sont possibles, plus une formation e-learning pour faire une formation qu'on appelle blended learning. Alors, on a développé il y a quelques années et on a une solution purement e-learning pour des apprenants distants, des apprenants qui choisissent ce mode d'apprentissage. Et je suis personnellement donc l'un des tuteurs de cette formation-là. Ça fonctionne avec des cours conçus en ligne sur une plateforme et des classes virtuelles dans lesquelles on a un contact. Ça fonctionne bien. Ceci dit, les limites du e-learning pur, et c'est pas seulement nous-mêmes qui le disons, mais tous les acteurs du monde du e-learning le disent, le e-learning pur a des limites, et notamment par le taux d'abandon élevé qui résulte de la solitude de l'apprenant. Donc on se rend compte que certaines des choses fonctionnent bien quand on est dans une salle non dérangé et non perturbé par son environnement professionnel, en contact avec un formateur, qui est un être humain, avec qui on dialogue, avec qui il y a quelque chose qui se crée, qu'on ne peut pas créer à distance. Donc on va essayer de combiner les deux, et donc la conception du cycle de blended learning, combiner de pourquoi est-ce qu'on va vers ça? Clairement aussi parce que je dirais que le monde de la formation y va, mais l'ensemble des usages du digital dans la société, il va. De plus en plus de gens ont suivi un MOOC ou se sont intéressés à une formation en ligne, à la possibilité d'apprendre en ligne. Qui n'a pas vu même une petite vidéo avec un tutoriel pour apprendre à se servir d'un appareil ou à dépanner une situation donnée? Donc on est aujourd'hui sur un usage massif de ces choses-là, et on ne peut pas rester sur une conception de la formation qui est seulement de dire, voilà, on est tous dans une salle et on apprend exclusivement de cette manière. La formation en salle reste importante, mais on la complète et on la combine. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Regardez l'aperçu ici de la formation Lean Six Sigma en blended learning, et je vais expliquer comment ça fonctionne. On a un cycle qui est emboîté à la manière des poupées russes de la façon suivante. Premièrement, on a des gens qui souhaitent se former en Yellow Belt. Et ils ont besoin de comprendre les outils de base. Et ces outils de base, on va clairement les situer dans le cadre d'une approche DMAIC. Donc le DMAIC est enseigné dans ce module présentiel de 3 jours, où on voit ces fameuses 5 phases, et où on voit donc un ensemble de choses, d'outils permettant la résolution de problèmes à l'issue de cette formation, un QCM, d'évaluation de connaissances. Et puis, les Yellow Belt nous quittent ici. Ceux qui continuent et qui font la formation Green Belt, on va s'appuyer sur ce socle et venir développer les outils sans retraiter l'ensemble du DMAIC. Mais des outils de niveau Green Belt. QCM également. Et ce qui caractérise le Green Belt, c'est également 2 classes virtuelles, 1 et 2, dont la participation fait partie de la formation, elle est planifiée comme telle, elle est obligatoire. Et ces 2 classes virtuelles d'une demi-journée permettent de reprendre certaines choses concernant l'apprentissage, s'assurer de l'assimilation. Il y a également des travaux entre les 2 sessions qui sont prévus. Pour ce qui concerne les Black Belt Lean Six Sigma Service, on a 3 jours de présentiel supplémentaires, plus donc un QCM, mais également 2 classes virtuelles, qui sont la 3 et la 4, qui vont être suivies. Et enfin, pour le parcours complet Black Belt Lean Six Sigma Industrie, s'ajoute à tout ce dispositif 4 jours de présentiel et un QCM également. Et donc, pour l'ensemble, on se retrouve avec finalement une durée qui est une durée, il ne faut pas s'y méprendre, c'est une durée de 16 jours. C'est une durée de 16 jours. On a effectivement là, on le voit, 14 jours de présentiel, mais 4 classes virtuelles d'une demi-journée. Donc, ne songez pas, ah oui, c'est une formation, le temps est réduit, je n'ai que 14 jours. Non, il y a 16 jours dans le cas d'un Black Belt industrie. Voilà. Et toutes ces formations donnent la possibilité d'accéder à une certification dont nous allons parler maintenant par notamment l'organisme IASSC dont je vais vous parler. Alors, quel est l'intérêt pour les apprenants? Est-ce que c'est un gadget? Alors, non, ce n'est pas un gadget. Ça répond à un vrai besoin. D'une part, d'avoir une organisation souple de la formation. On a tous des vies compliquées, beaucoup de contraintes à prendre en compte, à la fois professionnelles et personnelles. Et donc, si on a une organisation assez souple, où on peut situer des moments d'apprentissage en ayant une marge de manœuvre, c'est bien.
D'autre part, vous avez des apprenants qui vont pouvoir se dédier du temps à certains moments et pas d'autres. Donc, par rapport à la formation synchrone, les avantages d'un blended sont là. Ensuite, apprendre à l'aide d'une pédagogie plus stimulante. Stimulante parce que, ben oui, l'apprenant est actif, il doit faire des recherches, il doit analyser, utiliser des outils digitaux, travailler entre les sessions, avoir son propre sujet pour pouvoir avancer. Autre aspect, être moins longtemps absent de son lieu de travail et de son domicile. De plus en plus d'apprenants nous disent qu'il est difficile pour eux d'avoir des sessions déjà de 4 jours. On a des remarques là-dessus. Il y a une dizaine d'années, on avait encore des formations, nous, de 5 jours. Aujourd'hui, c'est plus envisageable. Quelqu'un ne peut pas être absent. C'est pas pensable d'avoir quelqu'un d'absent 5 jours d'affilée. Donc, il y a cette pression, on pourrait dire, sur la réduction, donc être moins longtemps absent, et puis avancer à son rythme aussi. C'est-à-dire que l'avantage du blended learning, c'est que sur les modules e-learning, si on a envie de refaire la leçon 2 fois, 3 fois, on n'est pas limité. Donc quelqu'un qui viendrait en ayant moins de connaissances d'un vocabulaire, d'un certain contexte, eh bien, il va pouvoir, lui, à son rythme, réviser les choses. Alors que quand on est avec un formateur, au bout d'un moment, bien sûr qu'on peut poser des questions, mais quand on sent que le groupe avance et qu'on aurait besoin de rappel ou de réviser ou de reprendre doucement, parfois on n'ose pas le faire devant le groupe. Et du coup, on laisse passer l'occasion et c'est moins facile ensuite de compléter, de consolider ce qu'on a vu. Derrière, les formations sont certifiantes, on l'a dit, par l'IASCC. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. L'IASCC, c'est International Association for Six Sigma Certification. Donc, une association internationale qui opère dans le domaine de la certification Six Sigma. Donc, quels sont les critères? Alors, je les ai mentionnés ici pour les 3 niveaux. Le Yellow Belt Lean Six Sigma, on répond à des questions un QCM de 60 questions, ça dure 1h30, et on a une note minimale de 230 sur 300. Je me pose la question et on va vérifier. Avec Laura, je crois que c'est 2 heures, mais on retouchera ça dans le PDF, il me semble que c'est 2 heures. Mais certains des documents de l'IASCC donnaient effectivement 1h30 à une époque, donc d'où la différence. Green Belt Lean Six Sigma, un QCM de 100 questions en 3 heures, une note minimale de 385 sur 500. Black Belt, QCM de 150 questions, 4 heures, note minimale 580 sur 750, aux alentours de 77%. Voilà. Alors, pour savoir quels sont les thèmes des questions, il y a un Body of Knowledge, BOK. Le Body of Knowledge donne les thèmes des questions. Il est accessible sur le site de l'IASCC, donc vous pouvez aller voir. C'est un document public. Ça donne les titres des sujets à connaître pour les 3 niveaux. On n'a pas de projet à présenter dans la certification IASCC, donc elle est accessible à ceux qui n'ont pas de projet, c'est utile pour ça. Par ailleurs, elle est aussi, je dirais, liée à des modalités de financement. On sera peut-être amené à en parler selon les questions que vous avez. Alors, délai maximum de candidature, au plus tard 6 mois après le dernier jour du dernier module de formation présentielle, ou pour les apprenants pure e-learning, la fin de la période d'accès, il faut présenter sa certification. Elle est incluse dans notre pack de formation. Modalité en salle et en français ou en anglais. Donc, le site XLF donne le calendrier et vous pouvez bien sûr contacter nos conseillers formation pour cela. Possibilité de passer l'examen en ligne, très franchement, je vous le déconseille. Premièrement, parce que c'est en anglais seulement. Moi, je l'ai passé avec cette modalité-là. C'est assez stressant, même si je donne des cours de formation Black Belt en anglais, malgré tout, le vocabulaire, c'est pas la langue maternelle. Et puis, l'IASCC, pour qu'on puisse faire un examen sans document, fait un certain nombre d'opérations d'administration système sur le poste de travail et qui n'en ressort pas indemne. C'est vraiment l'occasion d'un temps parfois assez agaçant, de 3/4 d'heure ou plus avant d'arriver à ce que ça fonctionne bien, selon le mode d'administration du PC. Vous voyez bien, si par exemple on a un PC qui est administré par une organisation centrale et qu'on n'a pas les droits d'administration, ça va poser des problèmes. Donc très franchement, je vous conseille de venir en salle. Merci Jean-Louis.
Donc, vous pouvez encore poser vos questions dès maintenant. On va commencer avec celle qu'on a. Donc, j'ai déjà une question sur le financement. Donc, quel type de financement existe-t-il pour suivre une formation en Lean Six Sigma? Oui, alors, la formation que vous envisagez de suivre, bien sûr, vous pouvez avoir un budget de formation de l'entreprise, mais il y a aussi des aides extérieures qui viennent abonder à ce budget. Premièrement, ceux d'entre vous qui veulent utiliser leur compte personnel de formation pour des indépendants, des personnes ou des personnes que l'entreprise solliciterait et qui accepteraient d'utiliser le compte personnel de formation, sachez que il est mobilisable pour ce type de questions de formation, et notamment justement par rapport à la certification IASCC. Deuxième chose, deuxième volet, on a des organismes de financement, des OPCA, hein, c'est le terme consacré, qui eux-mêmes peuvent participer au financement de la formation. Et notamment pour ceux d'entre vous qui sont dans des sociétés de services, cabinets de conseil, bureaux d'études, le FAFIEC, hein, qui est le fonds de financement de cette branche, sponsorise et finance très largement cette formation. Donc vraiment renseignez-vous. Nous sommes formateurs, organismes reconnus par le FAFIEC depuis plusieurs années. Nous avons été reconduits récemment pour l'année 2018, donc n'hésitez pas à questionner le conseiller formation sur le sujet. Merci. Est-ce que tu peux rappeler la différence entre le Lean et le Lean Six Sigma, savoir quel type de projet se former plutôt en Lean ou en Lean Six Sigma? Merci. Oui, alors c'est une question qui nous est souvent posée parce qu'effectivement le terme Lean Six Sigma peut paraître un peu ambigu. Alors, il faut comprendre que le Lean, c'est le déploiement d'une démarche, d'une culture, d'un système de management. Ça s'appuie sur des chantiers. On va avoir des relais, des animateurs, des pilotes qui vont gérer ces chantiers Lean, parfois dans le cadre d'une démarche de transformation avec une roadmap sur plusieurs années. Le Six Sigma, c'est l'utilisation des statistiques pour être capable de trouver une solution dans le cadre d'un problème complexe. Le Lean Six Sigma, ça va être la combinaison des deux, étant entendu que il ne faut pas se méprendre, on n'a pas tout le Lean dans le Lean Six Sigma, puisque si vous regardez les durées de nos stages, les stages Lean ont une certaine durée, les stages Lean Six Sigma sont à peine plus longs, donc on n'a pas tout le Lean plus tout le Six Sigma. On aura à l'intérieur du cycle des MAIC qui vient du Six Sigma des outils Lean qui ont pleinement leur place. Merci. Est-ce que tu peux également rappeler sur combien de temps s'étale une formation Green Belt et en contrepartie la Black Belt, s'il te plaît? Oui, alors sur combien de temps? Je pense que la question doit être comprise, j'imagine, sur le plan calendaire. Les durées, vous les avez vues. Sur le plan calendaire, on va avoir environ 1 mois et demi, 2 mois entre le module 1 et le module 2. Si on compte les classes virtuelles, allez, on va dire l'ensemble va se dérouler sur à peu près 3 mois. Pour ce qui concerne le Black Belt, si on va jusqu'au Black Belt Industrie, on va plutôt être de l'ordre de 6 mois. En durée. Hein. Merci. J'ai une question un peu spécifique au niveau des statistiques. En fait, la personne souhaiterait savoir si c'est le Green Belt qui est en charge du projet et formé qui doit produire les statistiques, ou est-ce qu'il demande de l'aide à un expert? Oui, alors, oui, c'est des possibilités. Les deux sont possibles. Alors, ce que je voudrais quand même insister sur une chose. Vous allez trouver dans l'offre de formation beaucoup de choses, et peut-être même êtes-vous surpris de voir des durées assez différentes, assez dissemblables entre des formations Green Belt, Black Belt, mais surtout au niveau du Green Belt, vous risquez de vous dire, tiens, comment se fait-il qu'il y ait telle durée, telle durée? Très clairement, notre objectif, c'est de vous rendre autonome dans l'utilisation d'un logiciel pour analyser vous-même les statistiques. C'est-à-dire que dans les durées et les packages de formation, il y a une certaine densité dans les formations, mais la contrepartie, c'est qu'on veut vous rendre autonome. Il n'est pas question pour nous de dire qu'on vous fait des statistiques en vous montrant seulement des exemples de tests d'hypothèse, en vous faisant réagir et interpréter correctement les résultats, mais avec seulement le formateur qui manipule l'outil. Le but, c'est que vous puissiez être autonome sur l'outil. Alors, sachant que une partie de l'apprentissage des menus de l'outil lui-même, c'est quelque chose qui va faire partie des travaux individuels du stagiaire. On ne va pas décortiquer tout le fonctionnement et tout l'apprentissage du logiciel au cours des séances elles-mêmes. Mais
on va utiliser l'apprentissage des menus du logiciel que l'apprenant aura fait lui-même pour pouvoir derrière lui montrer comment réaliser les tests. Merci. Doit-on forcément avoir un plan d'expérience lors d'un projet Lean Six Sigma? Oula, je vois qu'il y a des sujets techniques, mais c'est intéressant. Alors, quand on fait une formation Green Belt, on développe surtout les statistiques dites monovariées, un tout petit peu les statistiques multivariées, mais on ne voit pas les plans d'expérience. Le plan d'expérience, c'est quelque chose qu'on va employer à plusieurs moments. On peut l'employer au moment du déploiement d'un nouveau processus, mais là, c'est pas tout à fait notre sujet, parce que déploiement d'un nouveau processus, c'est le design for Six Sigma. Là, on est en train de parler d'un processus existant qu'on mesure, hein, qu'on analyse et ensuite qu'on améliore. Donc, le plan d'expérience dans ce cadre va être abordé et traité avec les Black Belt Lean Six Sigma Industrie, et on va le voir comme étant un complément qui vient après une phase de mesure dont on a tiré tous les enseignements. Quand on se rend compte que certains facteurs ne varient pas assez ou que certaines interactions ne sont pas assez représentées dans la feuille de données, alors on va utiliser les plans d'expérience. Donc on va le faire. Effectivement, ça fait partie de l'apprentissage pour les Black Belts. Merci beaucoup Jean-Louis. Ça aura été la dernière question. On va conclure étant donné qu'il est 11h55 pour finir à l'heure. Donc merci en tout cas Jean-Louis d'avoir répondu à toutes ces questions et pour cette présentation. J'espère que vous avez tous eu les réponses que vous cherchez. Après bien sûr c'est toujours un échantillon de formation en Lean Six Sigma. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour aller un peu plus loin. Nous sommes très actifs donc, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous invite à nous suivre pour toutes les nouveautés, un nouveau blog. Donc, nos consultants produisent beaucoup de contenu sur un blog dit d'experts qui s'appelle Parlons Lean. N'hésitez pas à vous inscrire. En général, au moins une fois par mois, on a un nouvel article. C'est toujours intéressant pour se maintenir à jour. Et on a beaucoup donc, de vidéos sur YouTube ou même sur notre site XL Formation, que ce soit des vidéos courtes ou des vidéos plus longues dans un format comme aujourd'hui. C'est assez riche, donc n'hésitez pas à nous suivre et à poser vos questions sur les réseaux à tout moment. Jean-Louis, un petit mot ? Oui, merci à tous de votre attention et puis merci à toi Laura. Avec plaisir, à bientôt pour une prochaine webconférence. Au revoir.